Bonjour à tous, comme chaque lundi vous écoutez De Tout et de Rien, votre émission favorite, hebdomadaire, favorite et hebdomadaire, c'est incroyable. À ma droite, car nous sommes en studio, j'ai Raphaël. Du coup, comment vas-tu, Raphaël, aujourd'hui Eh ben écoute, ça va, tu ne m'échapperas pas, je reste toujours en enregistrement studio ici. Eh oui, effectivement, ouais. Mais c'est toujours un plaisir de t'avoir réellement à mes côtés et en direct, en duplex d'une lointaine région loin de l'Ardèche, nous avons également Manon. Comment vas-tu, Manon, en ce moment? Eh ben ça va, et vous? Eh ben écoute, nous Parfait. ça va super bien, il fait beau. Les oiseaux chantent. On est le 15/03/2021. C'est l'anniversaire à la fois du premier enregistrement de ce podcast, le pilote qu'on avait tourné il y a 1 an, et c'est aussi bientôt l'anniversaire, forcément, du premier confinement qui aura lieu dans 2 jours, c'est ça hein? Eh ben on retiendra que le premier finalement. On va retenir plutôt la première information en effet. Alors du coup, vous nous avez tous les deux préparé des petits trucs sympas. Raph, t'as préparé quoi, toi? Disons un peu pour la suite de l'épisode. Alors j'ai préparé une chronique sur un personnage historique dont j'essaierai de vous faire deviner de qui je parle en vous énonçant une date précise. Et je pense que ça devrait suffire pour pouvoir effectivement vous mener sur la piste. D'accord. Tu donneras la date au début de ta chronique Voilà, ou c'est ça. D'accord, Tout début. Ok, d'accord. Et toi, Manon, du coup, tu nous as prévu quelque chose en particulier aussi, je crois? Et oui, parce que bon, quand vous allez écouter cette chronique, chers auditeurs, il sera bien trop tard, mais bon, ça vous servira pour l'année prochaine. Mais moi, j'avais envie de vous parler de Saint-Patrick et de la Saint-Patrick, parce que dans 2 jours, c'est l'anniversaire du confinement, mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de ce cher Patrick. Et quoi de mieux que l'anniversaire de la mort de quelqu'un pour pouvoir s'enjailler et boire beaucoup de bière. Du coup, je te propose maintenant de commencer directement par toi. Vas-y, je te laisse la parole. Oui, bah, très très bien. Eh ben, parfait. Alors, du coup, je sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait la Saint-Patrick? Oui, mais Vous avez déjà fêté la Saint-Patrick? ça me semble être dans une autre vie, du coup, parce que ça fait... Ben, Oui. c'est la 2e année qu'on peut pas le fêter, oui, C'est mais ça, oui, il m'est arrivé effectivement de respecter certaines traditions comme allant effectivement dans un pub irlandais vêtu de vert, par exemple. Tu t'es vraiment vêtu de vert dans un pub irlandais? Oh, classe. Ça m'est qu'arrivé une seule fois, mais c'était sympa. C'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai jamais poussé le truc à l'extrême. Mais... Ouais, alors moi je suis un peu une malade mentale de la Saint-Patrick. Je pense que dès que j'ai eu l'âge d'aller dans les bars, j'ai commencé à faire la Saint-Patrick tous les ans. Ouais. Genre mes premiers vomis à cause de l'alcool, c'est la Saint-Patrick. Le plus grand nombre de pintes gratuites, c'est la Saint-Patrick. J'ai déjà peint mes ongles aux couleurs du drapeau irlandais, mais du rouge à lèvres vert. Classe. Enfin voilà, moi je suis vraiment malade mentale. Donc du coup je suis extrêmement frustrée, d'où cette chronique également, parce que effectivement les bars sont tout à fait fermés. Voilà. Ouais. Et du coup, vous avez déjà fait la Saint-Patrick. En fait, à peu près tout le monde a déjà fait la Saint-Patrick ou s'est déjà retrouvé dans un bar pour la Saint-Patrick. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, qu'est-ce que vous fêtez quand vous fêtez la Saint-Patrick? Moi, personnellement, c'est plutôt déjà l'amitié. Et puis quand tu fêtes la Saint-Patrick, j'ai l'impression que tu viens en groupe de personnes que tu connais. Et puis quand effectivement tu termines la soirée dans ce bar ou dans un autre, finalement, tu t'aperçois que ton groupe il s'est élargi parce que tu parles à d'autres personnes, et donc du coup, c'est plus un côté chaleureux et de sociabilité. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ouais, tout à fait. Et toi, Marc? Moi, j'avoue que la Saint-Patrick, je l'ai pas si souvent fêté que ça. Je l'ai plutôt toujours vu un peu comme une excuse supplémentaire pour aller boire des coups en ville dans des bars avec une bonne ambiance bien celtique un petit peu partout, quoi. Je le vois plus comme ça de mon point de vue, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce que c'est pour nous, hein. Ce qu'on sait en général de la Saint-Patrick, c'est que on boit de la bière et on s'habille en vert. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que c'est le saint patron des Irlandais, de ce que je sais, Saint-Patrick, et voilà, et que ça a un lien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai jamais poussé plus à l'extrême que ça, notamment parce qu'en vrai, vérité, je suis pas non plus si sociable que ça, et que généralement quand je vais en soirée avec des gens, je reste avec les gens avec qui je suis parti. Donc voilà. Et c'est vrai que moi je suis un peu comme Raphaël. J'ai tendance, surtout à la Saint-Patrick quand j'ai bu, à aller trinquer avec tout le monde, échanger les pintes, c'est ce qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Hein. Malheureusement, boire dans la pinte de quelqu'un, je crois que c'est mort maintenant. On pourra plus jamais faire non, ça. plus jamais, je pense. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'une pinte? Bon, mais du coup, c'est cool parce que vous n'y connaissez rien. Oui. J'avais peur de faire de la redondance avec ce que vous saviez déjà. C'est parfait, c'est merveilleux. Du coup, moi, j'ai essayé de faire pas mal de recherches et c'est pas si facile à trouver les infos sur pourquoi on fait la Saint-Patrick aujourd'hui. Les sources sont carrément foireuses, pour tout vous dire. La plupart des sources, c'est sur la chaîne History. Ah, oui, voilà, d'accord. Ça vous laisse imaginer. Heureusement, il y a des sites comme des sites d'office du tourisme irlandais, etc., qui
qui confirme ou infirme ces informations et tout ça, mais c'est pas si facile de trouver toutes ces informations. Donc j'ai recoupé tout ça et j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. Et on va commencer par se poser la question, qui est cet enfoiré de Patrick? Parce que bon, on fête la Saint-Patrick, mais bon, à part le fait que ce soit le saint patron de l'Irlande, on sait pas trop qui est ce type. Donc c'est étrangement sur Saint-Patrick qu'on a le plus de sources, alors qu'on parle quand même du 5e siècle. Donc Saint-Patrick, comme je disais, c'est le saint patron de l'Irlande, et il est connu comme celui qui chassa tous les serpents hors du pays. D'où la couleur verte? Plutôt classe, mais je doute qu'il n'y ait plus de serpents en Irlande, mais on en reparlera, c'est une incroyable métaphore. Pourquoi, à votre avis? Qui sont ces fameux serpents? Alors, je me fais le porte-parole de Marc qui souffle pour les Anglais. Alors, c'est pas les Anglais, mais ça aurait pu. En vrai, c'est trop vieux pour que ce soit les Anglais, je pense. Mais le serpent, Mais c'est... peut-être les ouais, Romains, un petit peu trop vieux. De quoi? Peut-être les C'est Romains. peut-être les Romains, par contre, ouais. Ça peut être possible, ouais. Hmm. Après, il est chrétien, donc bon, puisque c'est un saint. Bon, vous avez des pistes, c'est plutôt pas mal. On va continuer. Donc on pourrait croire que l'homme, qui est actuellement l'image même de l'Irlande, est un pur produit irlandais, hein. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Patrick, il est né en 390 à peu près, alors soit en Écosse, soit en Angleterre, soit au Pays de Galles. En fait, on sait pas trop, mais pas du tout en Irlande. Ah, il est pas du tout irlandais. Et il quoi. est né non, pas du tout irlandais, et il est né sous le nom de Mewin Sukat. Mais comme c'est chiant à prononcer, je vais continuer de dire Patrick. D'accord? D'accord. Jamais, Vous oui. vous excuserez d'ailleurs, mais je vais dire pas mal de trucs en gaélique. Je prononce extrêmement mal le gaélique, comme tous les êtres humains sur Terre. Bien évidemment. Je suis désolée à parler irlandais. Je m'excuse, j'ai essayé de chercher les prononciations et tout, mais c'est un enfer. Donc voilà. En gros, notre Patrick, donc Mewin, il vient d'une famille de l'aristocratie romaine. Mais alors, impossible de savoir s'ils étaient romains ou si c'était des indigènes celtes. Donc en fait, s'il faut, le mec, il est même pas du tout de l'île, quoi. Ouais. Le fait est que, sûrement par son rang d'aristocrate, il se fait kidnapper à ses 16 ans par des pirates irlandais lors d'un raid. Ah. Voilà. Donc le pauvre petit Patrick se fait Pirates kidnapper irlandais, ça va et la il est classe. vendu comme esclave à un druide. C'est encore Euh. plus la classe. C'est encore plus la classe. En fait, on est en train de cocher tout le Il folklore, aurait- là. Ça commence bien son existence. Et à ce moment-là, il aurait officié comme berger pendant à peu près 6 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et donc un soir, Dieu lui apparaît en rêve. Oh. Classique. Donc Dieu lui apparaît en rêve et il décide de s'enfuir, donc il prend le bateau, il rejoint l'Angleterre et il décide d'entamer des études de théologie. Et il se donne pour mission divine d'évangéliser tous ces sauvages d'Irlandais. Est-ce qu'il aurait pas été un Ouais. peu traumatisé par tout ça, ce bras Saint-Patrick? Je pense qu'il a été doucement traumatisé d'être vendu à un druide. C'est très très possible. En général, quand Dieu t'apparaît en rêve et te dit « chasse tous les serpents hors d'Irlande », tu vois, c'est un problème. Donc il se rapproche pour ça de personnages religieux très très importants. Alors je pense clairement que vu qu'il était de l'aristocratie, son rang a dû aider à ce qu'il se rapproche de tous ces personnages. Et on finit par lui confier la tâche. Donc en 411, il retourne en Irlande et il va briser les noix à tous les druides pour les remettre sur le droit chemin en gros. Ah, D'accord. sympa. Alors il faut savoir que déjà en 431, donc avant que Patrick vraiment se lance à fond dans cette mission-là, le pape Célestin Ier il avait déjà envoyé quelqu'un pour évangéliser l'Irlande. Donc on peut partir du principe que le taf avait quand même été mâché, surtout qu'il semblerait qu'à cette époque-là, il y avait déjà un évêque qui avait été nommé en Irlande, et donc s'il y a un évêque en Irlande, c'est qu'il y a assez de chrétiens pour qu'il y ait besoin d'un évêque. Ouais. Voilà. Mais bon, le fait est que 200 ans après que Patrick soit passé par là, toute l'Irlande est christianisée. Donc je sais pas qui a le mieux bossé, mais en tout cas l'église catholique, elle a bien choisi ses émissaires, elle a bien placé ses pions. Ils savent bien faire ça. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts, quoi. Et donc notre Patrick, pour évangéliser tout ça, il monte une action en 2 temps. Donc premièrement, en 432, il va voir le roi Loer. Ok, encore une fois, excusez ma prononciation. Et Loer est sympa et il lui laisse lui expliquer toutes ces chrétientés là, au lieu de le coller au donjon pour avoir eu le culot de venir lui manquer de respect avec son dieu unique à la con. Bon, hein, le roi refuse quand même de se convertir parce qu'il faut pas abuser non plus, mais il lui donne libre accès à tout l'ensemble du territoire. Donc c'est quand même une chance pour Patrick parce que ça lui permet ainsi de parcourir l'entièreté de l'Irlande pour aller délivrer la parole divine. Donc sans ça, en fait, il aurait été complètement impossible pour lui d'évangéliser toute l'Irlande. Parce qu'il avait eu l'autorisation, quoi. Voilà, en gros, il a été tellement bon orateur que le roi lui a laissé l'autorisation. Il a dit, bon, ok, moi ça m'intéresse pas, mais si t'as envie d'aller parler à tout le monde, fais donc bien ce que tu veux. Et donc deuxièmement, la légende voudrait que dans sa grande quête, Patrick soit directement allé parler au roi Angus. Alors, ça avait pas l'air d'être Joe Clodo, le roi Angus, donc je me suis renseignée un petit peu. Alors d'après mes calculs, le roi Angus, ce serait Angus MacNadfro. Voilà. Et donc ce serait le premier roi chrétien de Munster, donc une région d'Irlande. Alors le timing est vraiment serré,
parce qu'il y a eu une période de 9 ans où ils auraient pu se croiser, mais effectivement, ils auraient pu se croiser. Et quoi qu'il en soit, donc, la légende dit que Patrick est allé voir Angus et aurait essayé de lui expliquer le concept de la Sainte Trinité. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc pour ça, il aurait utilisé un trèfle, donc le shamrock qui pousse beaucoup en Irlande et qui, vous le savez, est donc le symbole de l'Irlande. Et donc il aurait pris ce trèfle et lors d'un sermon extrêmement convaincant, il aurait expliqué que donc chaque pétale du trèfle représentait le Saint-Esprit, le Père et le Fils, et que Dieu était la plante tout entière. Et donc depuis ce jour-là, le trèfle est associé à Saint Patrick, et on le retrouve sur énormément de symboles religieux en Irlande, sur beaucoup de croix. Ça, c'est classe, et aussi dans le livre de Kells. Je sais pas si vous connaissez le livre de Kells. Livre de Kells, ça me dit quelque chose. C'est un manuscrit. C'est un manuscrit, c'est ça, hein. Tout enluminé, qui est incroyable. Je pense que je ferai une chronique dessus, parce que c'est une histoire incroyable aussi. Il est irlandais ou anglais, celui-là? C'est irlandais, je crois. C'est un manuscrit irlandais. Hein. C'est irlandais, vous avez peut-être vu le film qui s'appelle Brendan, le dessin animé qui s'appelle Brendan et le secret de Ouais, il est trop bien ce dessin animé. On parle, voilà. Et ben, ce dessin animé est incroyable aussi. Et il parle de l'histoire de ce livre, donc c'est super cool. Donc je pense que je ferai une chronique dessus. Ah bah, avec plaisir. Et bref, dans ce livre, il y a des trèfles absolument partout, alors que c'est un truc, c'est un livre chrétien, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et donc on dit que c'est ce jour-là qu'il a réussi à chasser tous les serpents en Irlande. Alors du coup, pas au sens littéral. Les serpents, en vrai, c'est les païens. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors la foi païenne qui est chassée des cœurs irlandais, mais en tout cas, les serpents, c'est bien le paganisme. Eh oui. C'était donc pas les Anglais. Ouais. C'était pas les Anglais, même s'ils auraient bien les chasser aussi. C'était pire. Et donc après ça, Patrick il revient victorieux, il est ordonné évêque, et c'est à ce moment-là qu'il prend le nom de Patrick. Tout est bien, tout finit bien, sauf pour les druides. Et oui. Et donc Saint Patrick meurt donc le 17 mars 461. Et donc c'est pour ça que le 17 mars on fête la Saint-Patrick. D'accord. En fait sa mort. En fait ça fait très histoire de vengeance un petit peu quand même. Hein. Le gars un petit peu, le mec se fait enlever par des pirates et il finit par aller évangéliser tous les... C'est ça, ouais, c'est vraiment genre vous avez voulu me... Et en réglant au passage un petit compte auprès des druides. Oui voilà, c'est ça, c'est vraiment... Ah oui, non mais c'est une histoire du bout à la fin. Il était... ça ferait un bon film, je pense. Ça ferait un très bon film, je sais pas pourquoi il y a pas de film. Ouais, peut-être parce que il serait pas regardé par toute la communauté irlandaise, je pense. Si jamais on le prenait de ce point de vue-là, ça serait pas forcément... Ouais, si on le prenait comme ça, peut-être que c'est... Mais après, ça ferait un truc, un blockbuster américain bien classe. Ça serait trop classe. Et les Américains et les Irlandais, c'est une grande histoire, ça aussi. Oui, parce que la Saint-Patrick, c'est pas mal fêté aux US, hein, si je ne m'abuse. Dans toutes les sitcoms, ils la font toujours. C'est énormément fêté aux US. Et d'ailleurs, on pourrait croire que la célébration vient d'Irlande, mais en fait, pas du tout. Ça a pris racine, en fait, aux États-Unis. D'ailleurs, il me semble que pour l'occasion, on colore la rivière Hudson. On colore l'Hudson en vert. Ouais, c'est ça. Ah ouais? À Chicago, on colore carrément la rivière. Il y a des routes qui sont peintes entièrement en vert aussi. En France aussi, hein. Il y a déjà des éclairages qui ont été faits, notamment au Sacré-Cœur, pour l'éclairer tout en vert. Ah ouais? Au Sacré-Cœur? Ouais, c'est vraiment un truc qui est fêté dans le monde entier. À Dublin, il y a un festival de 5 jours. Ah bah ça c'est... Enfin, Dublin, bon d'accord. Mais enfin voilà, c'est fêté vraiment partout dans le monde, et surtout aux États-Unis, parce qu'il y a une énorme communauté irlandaise aux États-Unis. Voilà. Après, en même temps... Et donc c'est d'ailleurs aux États-Unis que la première parade de Saint-Patrick a eu lieu. D'accord. Voilà. Alors, il y avait beaucoup d'Irlandais là-bas. Alors, ils venaient soit via l'enrôlement dans l'armée anglaise, ou à cause des exodes dus aux famines dont je vais vous parler un petit peu. Mais en fait, le fait est que depuis longtemps, ils ont gagné les côtes américaines, ils s'y sont installés, plus ou moins définitivement. Et donc, on peut comprendre que certains aient eu le mal du pays, et ça a donné naissance à des célébrations culturelles assez importantes. Donc, la première parade, au début, on pensait qu'elle était à Boston, qu'elle avait été à Boston, mais en fait, on a découvert des archives récentes qui montre qu'elle a eu lieu le 17 mars 1601 dans une colonie espagnole, what the fuck, d'Augustine en Floride. Voilà, des Espagnols qui fêtent l'Irlande aux États-Unis au XVIIe siècle. Mais tout va bien. Attends, mais il y avait des immigrés irlandais dans les colonies espagnoles du coup ou Ouais, alors on pense que ce serait peut-être que le prêtre là-bas dans cette colonie aurait été irlandais. Ah ouais, d'accord. Et que du coup, voilà, ça aurait tourné un petit peu comme ça. Que comme c'est une fête chrétienne, c'est autorisé. Enfin, on peut penser que justement, ça rentre quand même dans le dogme. Mais ça, c'est pas. Ouais, c'est ça. Et c'est que plus d'un siècle après, donc en 1737, que les soldats irlandais qui servaient dans l'armée anglaise ont marché à Boston, ont fait la grande parade à Boston, puis à New York. Et donc c'est de tout ça qu'a découlé l'enthousiasme des parades dans ces grandes villes. D'accord. Mais je vous laisse imaginer que les Américains se sont pas spontanément dit
super, des immigrés faisant d'énormes parades pour célébrer leur incroyable culture, tu vois, et que Oui. ça a pris un petit peu de temps, de sang et de larmes aussi. Ouais. Donc notamment au 19e siècle, il y a une énorme famine qui ravage l'Irlande. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Oui. C'est toute l'histoire de la patate. Les patates. Les fameuses. Voilà, les patates daubées qui ont fait à peu près 1 million de morts. Et donc les Irlandais sont forcés de quitter le pays en fait. Encore un Soit ils coup sont de chassés janvier. de leurs terres par les Anglais justement parce qu'ils pouvaient plus payer leur loyer à leurs propriétaires anglais, etc. Soit ils se tournent tout simplement vers le Nouveau Monde. Les Amériques, ils se disent, ben voilà, on va essayer là-bas. Donc il y a 2 millions de personnes qui sont forcées d'accoster aux États-Unis. Donc, je vous laisse imaginer que ça se passe pas ultra bien. Sans aucune surprise, on n'aime pas les immigrés. Ils sont très mal vus. On les considère comme des tocards, en gros. Hein. Ils sont bons à rien. Ils savent même pas se nourrir. Ils savent rien faire. C'est des pompeurs d'alloc, des voleurs d'emploi. On disait même que c'était des violeurs. On disait que les prêtres violaient toutes les nonnes et qu'ils étranglaient les enfants issus de ces viols. Ah. Ah oui, parce que alors le plus gros défaut de ces Irlandais, c'est qu'en plus d'être des Irlandais, c'est qu'ils sont catholiques. Ah mais oui, bah oui. Ouais. Ah oui. Et ouais. Et que sur le continent, on aime les protestants. Ah oui, les wasps. C'est comme ça. Bon, après, ils avaient le problème chez eux aussi, hein, les Ça, Anglais. c'est barré, les enfin, c'est pour ça qu'ils se sont barrés. Donc, les pauvres sont catholiques. Et donc, en 1844, il y a même des énormes émeutes qui éclatent, notamment à Philadelphie. Ouais. Des émeutes anti-catholiques et anti-irlandaises. Et donc, les Américains, ils détruisent toutes les maisons des immigrés, ils brûlent les églises, Ouais, ils sont bien vénères quand black même. metal, tu vois. C'est fou. Non, mais ça, en plus, ça, c'est le truc le plus spectaculaire. Parce que, en plus de détruire la maison et de brûler les églises, enfin, il y a dû y avoir des années de discrimination quotidienne qui a continué sur des générations, en fait. Donc les mecs meurent de faim chez eux parce qu'ils ont plus de patates, on les entasse dans des bateaux où ils moisissent dans leur propre fluide, puis ils arrivent, ils ont un super accueil, et donc pour ceux qui écouteraient ce podcast et qui auraient de la peine pour ces pauvres Ouais. Irlandais, mais qui continuent de voter à droite, si vous voyez pas le lien avec l'immigration actuelle, Oui, je peux parce rien que pour ça nous rappelle quand même 2-3 petits trucs qui se passent en ce moment, quoi. Voilà. Juste 2-3, quoi. Non, mais Les une patates en petite moins, piqûre- peut-être. Une petite piqûre qui n'est pas celle d'un vaccin, mais celle du rappel. Une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et donc autant vous dire qu'au début, hein, la fête, c'était quand même plutôt pour les Irlandais et que personne n'aurait voulu être associé à ça, je pense. Clairement, Saint-Patrick. Donc pendant cette période, ils ont dû faire profil bas bien comme il faut, je pense. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé trop de datation à ce moment-là. Dans la chronologie des célébrations et tout, c'est un petit peu flou. Donc à mon avis, ils ont pas trop dû faire la teuf. Mais pourtant, la culture irlandaise, elle a quand même fini par se mixer avec la culture américaine. Les non-irlandais ont commencé à faire la fête avec eux. Et on peut d'ailleurs voir clairement hein, pourquoi les Irlandais ont eu besoin d'affirmer et valoriser leur culture du coup. Bah du coup, ouais. De fait, ça. Et donc vers le XXe siècle, aux États-Unis, la Saint-Patrick c'était devenu une fête qui était célébrée par tout le monde, alors qu'en Irlande, ça restait hyper solennel. C'est une fête religieuse, donc en fait c'est la messe le matin, une tartine et au dodo quoi. Ah. Voilà. Ça, c'est moins sympa tout de Donc suite. ça c'est intéressant aussi, parce que pendant que tout le monde faisait la grosse teuf et la grosse parade en Amérique, eh ben en Irlande c'était hyper calme. C'est qu'à partir de l'arrivée de la télévision, en fait, que les Irlandais ont commencé à voir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Et ils ont fait, pardon, c'est pourquoi pas la même, nous, on si s'est fait nous, on arnaquer. fait pas la teuf. Et donc, on va faire un petit retour quand même sur ce qui se passait en Irlande, Ouais. pendant ce temps. Parce que bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Donc, en 1631, c'est le pape Urbain VIII qui déclare que le 17 mars sera donc le jour de la Saint-Patrick et il l'ajoute au calendrier chrétien. Oh, cool. Le même pape Voilà. d'ailleurs hein, qui nous. Donc ça se passe en 1631, et il faut attendre 1903 pour qu'il y ait une loi qui en fasse un jour férié. D'accord. Donc ça a quand même pris énormément de temps. Et d'ailleurs, le mec qui en a fait un jour férié, il a aussi décidé que ce jour-là, vu que c'est férié, les bars seront fermés. Ah, mais d'accord. Le pape a voulu ça. Non, pas le pape, je sais plus. Un comment il évêque, s'appelle, non, le connard qui non, a ça. décidé que ce serait un jour férié. Le mec du gouvernement, quoi. D'accord. D'accord. Et c'est un petit peu con. Alors peut-être qu'il voulait éviter justement les débordements. Et il y avait qu'un seul pub ouvert dans toute la capitale, donc ça posait quand même pas mal de problèmes. Alors, je vous rassure, hein, la loi a été abrogée quelques années plus tard parce que, mes amis, personne n'empêchera jamais un Irlandais de boire. Même pas le Covid. Même pas le Covid, personne. Mais donc c'est surtout après l'indépendance de l'Irlande, donc en 1921, que le phénomène de fierté nationale s'est carrément accentué. Et donc avec ce phénomène de fierté, les célébrations. Mais c'est quand même 10 ans plus tard que Dublin verra sa première parade, donc dans les années 30. Ah ouais. Alors quand même que depuis les années 1600, on fait des parades aux États-Unis, c'est en 1930 que Dublin voit sa première parade. C'est quand même fou, quoi. Il y a un décalage énorme, alors que c'est une fête typiquement irlandaise. Ouais, c'est ça en fait. C'est Donc il faudra... Ouais, c'est fou, quoi. c'est passé par le prisme américain faudra- et c'est revenu en Irlande après seulement, quoi. En fait. Ouais, c'est ça complètement. C'est passé par l'immigration.
Et du coup, il faudra attendre les années 90 pour que le gouvernement se décide à exploiter la fête et qu'il voit quand même que ça pouvait être intéressant économiquement. Ouais. Et donc, c'est en 1996 qu'on a la création du St. Patrick Day Festival, qui dure donc 5 jours. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on y fait vraiment qu'est-ce qu'on y fait au final pendant la Saint-Patrick? Bah, on chante, On déjà. danse, on boit. On danse, on boit, on écoute de la harpe, de la flûte, du baudral, carrément de la Guinness de partout, on s'habille en vert, on célèbre le caractère super jovial et qui aime la vie simple, des hobbits d'Irlandais. Yes. Voilà, tout simplement. Hein. Trop bien. Et donc j'en profite pour vous dire un petit mot sur la couleur verte, parce que à la base, la couleur de Saint-Patrick, bah, c'est le bleu. Voilà, il y avait même un ordre des chevaliers de Saint-Patrick et ils étaient habillés tout en bleu. Donc on pense que le changement de couleur s'est fait aux alentours de la rébellion irlandaise en 1798 à peu près. D'accord. Et ça aussi, ça viendrait des Américains, enfin des Irlando-Américains. Vu que le vert, c'est la couleur de l'Irlande, hein, l'île est verdoyante, enfin voilà, et que c'est aussi celle du trèfle qu'a utilisé Saint-Patrick, on peut comprendre pourquoi c'est venu. Vu que le trèfle, lui aussi à ce moment-là, est devenu un symbole de nationalisme irlandais. Il était porté à la boutonnière, il symbolisait le côté sauvage du pays, et les Anglais, ils se foutaient un petit peu de la gueule des Irlandais justement avec leur trèfle. Ils appelaient l'Irlande, alors le trèfle s'appelle le Shamrock, et ils appelaient l'Irlande le Shamrockshire pour se moquer de. Voilà, on peut comprendre que ça a été encore plus fort le nationalisme autour de cette couleur, autour de leur île, du trèfle, de cette couleur verte. Et en plus, la légende dit que toute personne portant du vert ce jour-là se rendrait invisible aux lutins malveillants. Donc moi perso, je prends pas le risque, je porte du vert. Les fameux léprochaunes. Les fameux léprochaunes. Tout à fait. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur l'Irlande maintenant. C'est une fête qui célèbre quand même ce pays qui est plein, qui a une histoire très dure au final, beaucoup de pertes et qui garde quand même le sourire. Ouais. Donc je trouve ça cool de se remémorer un petit peu tout ça à l'approche de la Saint-Patrick. Je vous invite aussi à regarder les plats qu'on mange ce jour-là. Ouais. Il y a des trucs super importants aussi, toute une histoire avec justement les immigrés irlandais qui n'arrivaient pas, enfin aux Amériques qui n'arrivaient pas à avoir de la viande de bonne qualité et qui donc allaient chercher de la viande de très mauvaise qualité dans les cargos qui revenaient de Chine pour rien du tout et qui devaient faire bouillir 3 fois la barbaque parce que c'était dégueulasse. Enfin voilà, on avait quand même à faire leur petit repas de Saint-Patrick. Écouter de la musique irlandaise aussi, plein de groupes super cool. Et puis ça donne toujours un sourire la musique irlandaise, moi je trouve. Oui, c'est vrai. Et puis, cool. Et puis ceux qui aiment pas du tout les Irlandais ni la Saint-Patrick, vous pouvez tout simplement détourner le truc et regarder des films avec Patrick Swayze ou écouter Patrick Sébastien. Voilà. Ça reste dans le thème. Oui, ça reste dans le thème, c'est vrai. Ceci est ma conclusion. Bah écoute, merci Manon pour cette chronique sur la Saint-Patrick, car il est vrai qu'en ces temps de covidien, il est nécessaire de pas perdre les bonnes fêtes. Et nécessaire de pas perdre les bonnes fêtes, exactement. Voilà une très bonne phrase pour mon co-animateur Raphaël qui est à côté. Raphaël, t'avais une anecdote sur Urbain 2? Urbain 8, Urbain pardon. 8, non. Oui, bah du coup Urbain 8, je sais plus ce qu'il avait fait. Tu t'as dit qu'il avait, c'est lui qui avait de souvenirs. Alors attends, que je retrouve parce qu'il y en a des mecs là-dedans. C'est lui qui instaure la date de la c'est lui qui instaure la date de 17 mars de la Saint-Patrick. Voilà, c'est lui qui décide que le 17 mars sera et là t'as tiqué, t'as fait et il me semble que notre cher Urbain 8, c'est celui qui interdit le briquet le briquet dans les églises. Dans les églises, donc il fait pas que des trucs non plus anti-fun. Bah les briquets dans les églises, pour brûler les églises, c'est marrant. Non mais tu sais, on est à fond dans le paganisme là. Vraiment faire. Non. Oui, genre comme dans un concert quoi, genre en concert un petit peu avec ton briquet Amadou là. Et c'est marrant que t'aies terminé quand même ta chronique en parlant de léprochaunes, parce qu'il se trouve que comme vous le savez, je fais une petite série de chroniques sur nos amis du petit peuple. Et aujourd'hui, je vais continuer à en parler justement avec vous. Oui. Alors, si je ne m'abuse, je crois que Manon t'étais présente pour l'épisode sur les trolls, je crois, si je me souviens bien. Oui. Raph, t'étais présente pour l'épisode sur les gobelins. Non? Ah non, t'étais pas là. Non, mais je l'ai écouté. T'avais pas pu venir parce que il y avait le couvre-feu. Merde. Et je l'ai écouté. Tu l'as écouté. Donc tu n'as jamais écouté de chronique, enfin tu n'as jamais participé à des chroniques sur des créatures fantastiques. Et non. Enfin des créatures du petit peuple, pas forcément fantastiques. Bon, lapsus peut-être révélateur, je ne sais pas. Alors, tac, il faut juste que je retrouve le fichier que je me suis auto-envoyé à moi-même. Et Manon, peut-être que tu le vois dans le Discord, j'ai publié aujourd'hui un extrait à écouter. 1. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je le vois. Tu le vois? Et ce que je te propose, c'est qu'on le lance ensemble à 3. 1, 2, 3.
Sam. Je reconnais la musique enfant. What else? They're going to the harbour beyond the White Towers. To the Grey Havens. They're leaving Middle-earth. Never to return. I don't know why. It makes me sad. Alors du coup, de qui on va parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez deviné? Eh bien, je Les pense elfes, que les nous elfes. allons parler de petits êtres aux oreilles pointues. De petits êtres aux oreilles pointues, effectivement, on va parler des elfes. C'est un sacré morceau du petit peuple, les elfes, non pas parce qu'ils sont extrêmement nombreux et divers et variés comme les lutins ou les fées, mais surtout parce qu'au fil du temps, ils ont atteint ce qu'on pourrait appeler un statut culte. Tout le monde a déjà entendu parler des elfes. Tout le monde sait à quoi ressemblent les elfes, ce qu'ils font dans la vie. D'ailleurs, peut-être que vous avez une image mentale de l'elfe dès à présent, alors que j'évoque ce nom elfe. C'est quoi pour vous un elfe là comme ça? Maintenant, t'as une idée? L'elfe classique là, si tu le décris, ressemble à quoi? Moi, l'elfe classique, je le vois un petit peu comme Tolkien, le décrit, donc quelqu'un de très grand, très élancé, au visage assez froid, extrêmement pédant. Et toi, Raphaël, ta vision de l'elfe du coup? Moi, je vois l'elfe comme une personne du coup à cheveux longs, un berbe, même si l'exception du coup, il y a une exception dans Tolkien il existe un elfe barbu, mais Oui, on va je pas crois que- aller, on va pas aller Ouais. dans ce sujet-là. Mais des personnages qui sont portent le fardeau, je trouve, du temps et Ouais. qui sont en symbiose avec la nature, quoi. C'est ça qui les caractérise pour moi. C'est vraiment symbiose avec la nature et apport avec le temps qui est très mélancolique. Ce qui les rend pédants. Ce qui peut avoir tendance à les rendre pédants, effectivement. Surtout du point de vue d'un nain, par exemple. Mais, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne depuis le début. D'où vient l'elfe? Pour le savoir, il faut déjà se poser la question suivante. D'où vient le mot elfe? Les descriptions les plus anciennes des elfes proviennent bien évidemment de la mythologie nordique. Dans les textes médiévaux en vieux norrois, l'ancien islandais, ils sont nommés Alfar. Alors comme toi Manon, j'arriverai probablement pas à prononcer les noms scandinaves, donc voilà, excusez-moi. Ça nous apprendra à faire des chroniques sur des civilisations qu'on maîtrise. C'est ça. Voilà, donc ce sera toujours, j'essaierai de mettre un pseudo accent dégueulasse, mais ce sera probablement pas la bonne prononciation du tout. Donc Alfar, c'est le nom de base, la toute première mention. Il se trouve que dans leur Deutsche Wörterbuch, Jacob et Wilhelm Grimm nous montrent que ce que cela donne dans d'autres langues. En islandais, c'est Alfur, en danois, c'est Elver, en norvégien, c'est Alv, en suédois, c'est Alv, en scotte, c'est Elfen, en anglais, c'est Elf, en néerlandais, c'est Elf, en allemand, c'est Alp ou Elb, et en gothique, c'est Alb. À chaque fois, rajoutez folk derrière, et ça vous donne peuple des elfes. Alors j'ai dit gothique, je vais quand même mettre un guillemet là-dessus parce que même si la source vient des frères Grimm, eux-mêmes ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils avancent. En gros, ils disent que c'est un certain Procope de Césarée, un historien byzantin du 6e siècle, qui dirait que les gothiques disent albe pour elfe. Mais bon, voilà, comme eux-mêmes, je suis pas très sûr de... J'ai l'impression que eux-mêmes sont pas sûrs, du coup moi je suis pas sûr non plus. Alors, on le retrouve quand même dans plein de langues différentes, des langues germaines, des langues scandinaves, des langues anglaises, anglo-saxonnes plutôt. Il existe une théorie qui est assez intéressante pour ce qui est de l'origine du mot alfar. Il dériverait d'une racine proto-indo-européenne, la racine albe, qui signifie blanc, qui se retrouve par exemple dans le latin albus, ça veut dire blanc en latin. C'est une théorie qui est assez intéressante parce qu'elle expliquerait entre autres pourquoi autant de noms semblables à Alfar se sont développés partout dans différentes langues germaniques et celtiques, qui auraient donc ensuite évolué en fonction des différences dialectales et des influences d'une langue à une autre. Pourquoi pas, c'est une théorie comme une autre. Une petite information aussi au niveau du langage, il y a pas mal de prénoms germaniques qui viennent de l'elfe. Par exemple, il y a Elfric, Elfwine, Elfred. Le dernier, Elfred, en fait ça donne Alfred. Donc du coup je trouve que ça donne un coup de boost au prénom Alfred, qui devient tout de suite beaucoup Carrément. plus stylé. Eh oui. Beaucoup plus sexuel. Exactement.
Parlons donc maintenant un petit peu mythologie nordique, maintenant qu'on sait d'où vient le nom. Les elfes, ils apparaissent de manière diverse dans la mythologie nordique. Ils sont généralement décrits comme des êtres semi-divins associés à la fertilité et au culte des ancêtres. Il est possible que l'elfe soit donc similaire aux croyances dans les esprits de la nature, les esprits des morts, comme on l'a dans pas mal de cultures humaines anciennes. Dans la mythologie nordique, donc, les elfes sont divisés en 2 catégories. Lesquelles ? Est-ce que vous connaissez les 2 catégories d'elfes que vous avez dans la mythologie nordique, par hasard ? Alors, il y a une notion de bien et méchant. Je sais pas. Non, je dirais, je sais pas. Ok, je sais pas. Toi, maintenant, t'as une idée ? Non, vraiment pas. Pas du tout. Et bien du coup, vous avez les elfes lumineux, ou blancs, et les elfes sombres ou noirs, respectivement, les Yoltsalfar et les Svaltafar. Les premiers vivent en Alfheim et les seconds vivent en Svartalfheim. Voilà, tout simplement, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Alfheim et de Svartalfheim. Ouais. C'est le monde des elfes et le monde des elfes noirs. Voilà, les elfes noirs que vous pouvez voir dans le film incroyable Thor 2. Voilà, oui, c'est ironique, hein, bien évidemment. Alors, là, on va avoir un problème, pas parce que j'ai cité Thor 2, mais parce que la source en question est en fait un petit peu biaisée, parce que elle nous vient de notre fameux Snorri Sturluson. Ouais. Pardon. Vous vous souvenez de qui c'est Snorri Sturluson ? On m'a parlé la dernière fois, non. il me semble. Et c'est un historien et mythographe islandais du XIIIe siècle. Sauf que du coup, s'il est du XIIIe siècle, c'est qu'il est peut-être pas forcément hyper objectif sur la question de la mythologie scandinave, parce qu'il a donc un point de vue qui est christianisé. La distinction entre les 2 types d'elfes ne se trouve que chez lui. Bon, après, le problème, c'est que c'est le seul aussi à avoir les textes, donc du coup, c'est un peu difficile. Ouais. En fait, il y a une théorie qui dit la chose suivante. Il est possible que Sturluson ait transformé les nains, créatures souterraines, en elfes noirs, car il a tendance à parfois intervertir les termes dans ses propres textes. Jacob Grimm a une petite idée sur la question. Pour lui, il est probable que les elfes soient divisés en 2 fonctions, de base, qui sont en réalité assez proches. Celle de la fertilité d'une part, et celle de la mort de l'autre part. Comme Sturluson, comme je l'ai dit, a vécu au XIIe, XIIIe siècle, il est chrétien. Du coup, notre poète islandais préféré, aurait possiblement ici appliqué le schéma classique ange-démon aux elfes. Les elfes qui sont liés à la fertilité deviennent les elfes blancs, les elfes lumineux, et les elfes qui sont associés à la mort deviennent les méchants elfes gentils méchants. Petit à petit, faut quand même leur donner un lieu souterrain, donc petit à petit, en fait, il finit par mélanger ça avec les nains. C'est pourquoi encore aujourd'hui, quand on regarde des textes un peu sur la mythologie scandinave, souvent les nains, qui vivent pourtant à Nedavellir, sont parfois confondus avec les elfes noirs. Alors c'est un peu complexe, mais ça reste quand même assez intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Parce que cette vision binaire, proposée par Snorri Sturluson, va s'imposer à travers les croyances folkloriques scandinaves pendant toute la fin du Moyen-Âge. Il y a une véritable scission entre le bon elfe et le mauvais elfe, qui va perdurer pendant longtemps. Alors le bon elfe, c'est un elfe... Alors je vais pas faire la blague, parce que sinon ça va être le bon chasseur, le mauvais chasseur. On l'a vu venir, celle-là. On l'a vu venir à des kilomètres à la ronde. Voilà. En gros, pardon, excusez-moi, du coup, je me suis perdu en faisant des blagues pourries. En fait, en gros, la scission, va perdurer pas mal de temps, malgré tous les efforts de par les chrétiens, pour éradiquer totalement l'elfe, qu'il soit noir ou blanc, pour le faire passer pour un démon, parce qu'un elfe, même s'il est gentil, ça reste quand même une créature païenne, donc il faut s'en séparer une bonne fois pour toutes. Au bout du compte, il y a une sorte de syncrétisme qui finit donc par se mettre en place petit à petit, permettant à l'elfe, le lumineux en tout cas, de rester plus ou moins en place comme étant un être bénéfique. Les elfes de la mythologie nordique semblent ainsi avoir survécu dans le folklore principalement, alors après pourquoi, comme des femmes, des femelles, du coup comme vous trouvez dans les textes, vivant dans les collines et les monticules de pierre. Dans les descriptions, c'est plutôt des créatures qui sont généralement petites et ailées, tout simplement. Donc on est assez loin quand même de l'imaginaire de Tolkien pour le moment. Des créatures qui donc restent bénéfiques. Le truc, c'est que les elfes sont pas considérés comme ça dans les régions germaniques, où là, les elfes sont de nature espiègle et malfaisante. Ainsi, si vous allez en Allemagne, les elfes seraient capables de causer des maladies au bétail et aux gens. Mais apparemment, les elfes pourraient aussi être responsables de vos mauvais rêves. Vous faites un cauchemar, c'est la faute des elfes. Et ça se retrouve même étymologiquement parlant, parce que le mot allemand pour cauchemar, c'est Albtraum, qui signifie littéralement rêve d'elfe.
La croyance populaire attribuerait ainsi les cauchemars à un elfe assis sur la tête du dormeur. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas, un célèbre tableau par exemple? Oui, ça me rappelle le tableau du cauchemar. Exactement, c'est ça. Donc en fait, c'est un phénomène qu'on peut tout à fait relier à l'apnée du sommeil. Et là, un petit peu de publicité, je vous renvoie directement à la chronique que Tiffany avait fait dans l'épisode 1 de la saison 2 de Tout et de Rien sur justement l'apnée du sommeil. L'apnée ou la paralysie? La paralysie, pardon, du sommeil. Je sais pas pourquoi j'ai dit apnée, Paralysie. pardon. Ouais. La paralysie du sommeil, excusez-moi. J'ai regardé ça. Et bah oui, Je savais c'est pas que vachement la connaissais. intéressant ce qu'elle a fait. carrément. Et du coup, c'est assez rigolo de se retrouver l'idée que bah voilà, au lieu d'avoir un incube ou une succube sur votre crâne, là vous avez un elfe, hein, pourquoi pas. Bon, du coup, il semblerait que la christianisation ait mieux fait son travail dans le monde germain que dans le monde scandinave, même encore aujourd'hui. Parce que en effet, ben les Scandinaves, ils sont plutôt à l'aise avec leur passé un petit peu de païens finalement. Parce que il existe, une école islandaise depuis 1991 pour promouvoir l'étude de ces créatures. Elle délivre ainsi un diplôme d'études et de recherche sur les elfes et autres peuples invisibles. Donc, c'est super classe, je trouve. Est-ce que c'est pas vraiment classe, ça? C'est hyper classe, c'est vraiment hyper classe. Est-ce qu'on n'aurait pas tous fait ça, en vrai? Je pense qu'on aurait tous fait ça, on devient vraiment un véritable elficologue, c'est la classe. En 20 ans, il y a 8000 personnes seulement qui ont décroché leur diplôme. Je trouve que franchement, bon après tu me diras, tu gagnes peut-être pas forcément bien ta vie en étant elficologue, mais ça reste quand même stylé à mettre, je trouve, sur un... Il y a des sur un questions CV. sur les débouchés invisibles, justement. Les débouchés invisibles. Peut-être qu'après on sert de passerelle entre le monde des humains et le monde du petit peuple. Bon, du coup, pour connaître encore un peu de publicité, pour connaître le point de vue des Islandais sur leur vision du petit peuple, je vous renvoie à une autre chronique, celle de Jules cette fois-ci, qu'il a fait sur le Hul du folk, qu'il a présenté lors de l'épisode 9 de la saison 1 de Tout et de Rien. Allez y faire un tour, c'est très complet. Bah, vous connaissez Jules, de toute façon, je pense maintenant si vous êtes là, donc vous savez qu'il fait des chroniques qui sont en béton armé. Pour ce qui est de la présence des elfes sur l'île de Bretagne, et ben en fait j'ai cherché et j'ai pas trouvé grand chose. Et ce, même en allant voir sur des sites anglais. En fait, il y a de fortes chances que les elfes aient simplement été importés à la culture celtique et mixés avec une créature qui était déjà sur place, les fameux pixies, les fées. Donc, petit à petit, le terme elfe a fini par désigner l'ensemble de la communauté féerique anglaise. Et c'est en toute logique que l'elfe a fini par devenir le compagnon d'un gros barbe rouge qui vit au pôle Nord, moins chez les Américains. Et parce que nous on dit les lutins du Père Noël, eux ils disent les elfes du Père Noël. Enfin, les Christmas elfes d'ailleurs, mais en fait les elfes du Christ. Ce qui devient vraiment bizarre du coup au bout d'un moment, puisque ça n'a plus rien à voir. Et c'est bien qu'on parle des Anglais, parce que c'est pourtant chez les Anglais que la vision de l'elfe va donc se stabiliser. Parce qu'on ne peut pas parler de ce que l'on peut aujourd'hui appeler Eldar sans parler de leur père, le fameux Tolkien, exactement. J'ai dit Eldar, j'ai fait exprès de placer cette terminologie pour toi, parce que c'est un piège. C'est quoi un Eldar? Un Eldar? Ça dépend, la définition que tu cherches, je pense que je ne l'ai pas. Ouais. Et la définition du coup de Tolkien de souvenirs, ce sont les elfes qui se sont éveillés en Terre du Milieu. Exactement, non, c'était ça. C'est Tolkien qui a créé le terme de Eldar. Et je trouve ça vachement classe parce que ça a été repris aussi après par d'autres œuvres. Donc maintenant, c'est l'heure de parler des elfes dans la fantasy. Parce qu'au final, on trouve plus de choses sur les elfes dans la fantasy que sur les elfes dans le petit peuple. Alors, l'œuvre de J.R.R. Tolkien, publiée à partir de 1937, a marqué un tournant dans l'appréhension des créatures mythologiques qu'il met en scène. Elfes comme nains, comme orques, comme de nombreux autres. Il a véritablement stabilisé, comme je le disais, gravé dans le marbre presque pour toujours toutes ces créatures. En effet, alors que les elfes mythologiques étaient de petits esprits évanescents et plus ou moins solitaires, Tolkien les transforme en une véritable civilisation antique, avec des villes, des chefs, une politique, une généalogie, une technologie parfois même, et bien sûr une langue. C'est lui aussi qui introduit l'opposition définitive entre les elfes et les nains, prenant ici presque le relais sur ce brave Snorri Sturluson, tout en retirant le côté manichéen de la chose. Les nains sont pas spécialement méchants, mais par contre c'est en opposition directe avec les elfes. Les elfes vont également changer physiquement. Ils sont représentés avec des oreilles pointues, ce qui permet de les distinguer des humains, puisqu'ils ont la même taille. Ils sont généralement blonds, avec de longs cheveux lisses, et ils ont une stature plutôt filiforme. Ils sont souvent d'une très grande beauté et paraissent, à de rares exceptions près, éternellement jeunes. Dans une lettre qu'il a écrite, Tolkien dit la chose suivante. Les elfes représentent réellement des hommes doués de facultés esthétiques et créatrices beaucoup plus développées, une beauté supérieure et d'une vie plus longue, et de noblesse. Voilà donc la vision que Tolkien a de son elfe à lui. Le truc c'est peut-être qu'il l'avait pas prévu, mais bon,
les gens ont visiblement trouvé l'elfe hyper stylé à tel point que en fait, toute l'œuvre de Tolkien a été repompée jusqu'à la moindre de toute façon. Donc voilà. En gros, Ouais. l'influence de Tolkien sur la littérature de la fantasy, elle est telle que toute la pop culture a aujourd'hui profondément intégré cette vision de l'heroic fantasy. Alors, maintenant, petit exercice. Si vous avez envie de créer votre univers d'heroic fantasy et que vous voulez mettre des elfes dedans et que vous avez envie de respecter un petit peu, entre guillemets, le travail de Tolkien, sachez qu'il y a donc une sorte de base presque à respecter lorsque l'on veut intégrer des elfes à un récit. Ça va se faire en plusieurs points. Point numéro 1, les elfes sont immortels, ou alors possèdent une longévité exceptionnelle. Une fois à l'âge adulte, ils ne vieillissent pas. Les maladies n'ont presque pas d'effet sur eux, seule une blessure grave ou un profond chagrin peut les faire mourir. Ils sont très sensibles à la mélancolie et à la nostalgie du fait de leurs milliers d'années d'existence. Point numéro 2. Les elfes sont généralement plus intelligents que les humains, ou du moins dotés d'une plus grande sagesse, en partie grâce à leur longévité exceptionnelle justement. Ils possèdent un savoir ancestral dans le domaine des arbres, des plantes, ils vivent en effet très proches de la nature. Point numéro 3, c'est un point qui va être assez rapide, ils sont parfois dotés de pouvoirs magiques. Point numéro 4, les elfes sont dotés d'une très grande beauté, voire d'une beauté exceptionnelle et éthérée, ils sont sveltes, très minces, pouvant paraître fragiles comme du verre. Leur grâce est souvent décrite comme aérienne et possède une abondante et belle chevelure. Donc là déjà on est vraiment sur ce que vous m'avez tous les deux décrit en début d'émission, hein, très clairement. Point suivant, les sens de l'elfe sont particulièrement affinés, de loin supérieurs à ceux des hommes, en particulier pour ce qui concerne la vue et l'ouïe. Point suivant, ils sont dotés d'une très grande agilité et sont très rapides. Leur réputation d'excellents archers est légendaire, ce sont de redoutables chasseurs et de fins guerriers. Point également assez intéressant qu'on retrouve dans bon nombre d'œuvres de fiction, les elfes ont ou ont eu une civilisation. Les caractéristiques de celle-ci varient selon les univers de fiction, mais on peut noter que certaines particularités sont fréquentes, comme par exemple un déclin démographique, la réputation d'un raffinement extrême, être proche de la nature ou des milieux naturels, une civilisation d'un grand esthétisme et très harmonieuse, un retrait de la dite civilisation par rapport au reste du monde, et enfin un âge très ancien. La société elfique est parfois également considérée comme élitiste et hiérarchisée, d'où le fait qu'on les prend pour des gens qui se la pètent un petit peu. Point suivant, ils détestent les nains. Et enfin le dernier point qui est assez intéressant, je trouve, c'est que quand on se rapproche un petit peu des différentes œuvres de fiction qui mettent en place l'elfe tolkienien, si je puis dire, on se rend compte qu'il existe plusieurs espèces d'elfes. Et que la plupart du temps, ils sont divisés au moins en 2 catégories. À votre avis, lesquelles? Alors moi je dirais que il y a les premiers On attend que l'autre réponde, tu sais. je dirais qu'il y a les premiers elfes, ceux qui sont nés, Ouais. ceux qui sont éveillés dans la terre du milieu et qui ont été ensuite Alors pas ramenés. forcément chez Tolkien, hein, vraiment de manière générale, pardon. de manière générale dans une œuvre d'heroic fantasy de base, en lien avec ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Je te dis, il y a deux sortes d'elfes. Ah, bah, il y a les elfes gentils et les elfes méchants. Exactement, il y a les elfes gentils D'accord. et les elfes méchants. En fait, la plupart Les du noirs temps, et les blancs. vous avez les elfes classiques, qu'on appelle souvent les hauts elfes, et les elfes noirs, qu'on appelle aussi parfois les drow, depuis Donjons et Dragons. En fait, dans l'heroic fantasy actuel, même si Tolkien a énormément nourri l'ensemble, on retrouve quand même cette influence directe de Snorri Sturluson, qui, après tous ces siècles, a véritablement imposé sa vision des elfes à notre monde. Après, en fonction des univers, les elfes noirs sont pas forcément méchants, hein. Des fois, c'est des elfes qui sont passés du côté obscur, et des fois, c'est juste des elfes, noirs. C'est beau. Simplement. On retrouve parfois, en plus, dans le tas, et là, je pas mal pensé plutôt à Warhammer, du coup, les elfes sylvains. C'est un peu ça, voilà, il y a les hauts elfes, pour une civilisation, les elfes sylvains qui vivent dans la pampa, et les elfes noirs. Ou encore, on peut avoir également les semi-elfes issus de croisements avec les humains, etc. On peut en faire des tas. Voilà donc Les sous-catégories, les sous-catégories, exactement. Voilà donc basiquement à quoi doit ressembler un elfe dans une œuvre de fantasy classique. Alors après on peut changer des trucs, hein, rien n'est forgé dans le marbre. Du coup je vous propose de terminer cette petite chronique avec quelques mentions honorables d'elfes qu'on trouve ailleurs que chez Tolkien. Et c'est dommage que Mika soit pas là du coup, parce qu'on va commencer avec une œuvre de fiction qu'il adore vraiment beaucoup, à savoir Warcraft. Dans l'univers de Warcraft, les elfes ont une importance particulière, notamment du fait du nombre d'espèces faramineuses qui existent.
J'adore ce côté-là parce que j'ai vraiment l'impression que les scénaristes ils se sont lâchés. Dans Warcraft, vous avez les elfes de la nuit qui vivent dans la forêt, les elfes de sang qui sont addicts à la magie, les hauts elfes, donc elfes classiques, les elfes qui sont corrompus, donc des elfes méchants, des banshees, des spectres de hauts elfes, des feux follets, des esprits d'elfes de la nuit, des nagas, des elfes de la nuit mi-elfes, mi-reptiles, des satyres qui sont des elfes de la nuit changés en démons par la Légion ardente, les méchants. Voilà, ça fait vraiment des tas d'elfes différents. Pourquoi pas. Tout même Tolkien, les orques sont des elfes transformés par Morgoth, hein, si je ne m'abuse, donc torturés, ça par Morgoth. Dans Warhammer 40 000, on trouve les fameux Eldar. Les Eldar, c'est le même schéma que dans Warhammer Battle, hein, donc c'est des elfes, sauf que là ils ont des vaisseaux spatiaux et des flingues, et du coup je trouve ça quand même vachement stylé. Ils se déclinent aussi en Eldar noirs, donc ils sont des Eldar méchants. Voilà. Dans The Witcher, si vous avez lu le bouquin, joué au jeu ou regardé la série, les elfes sont une race qui est sur le déclin, vestige d'un passé oublié, détruit par les humains. Ils n'auront cesse de tenter de faire valoir leurs droits dans un monde qui n'est malheureusement plus le leur. J'aime bien justement ce côté oppressif dans The Witcher en mode. Ouais, c'est ça. C'est une civilisation de ouf et ils sont réduits à rien quoi. Enfin, c'est complètement ça. C'est une discrimination qu'il y a. Ouais. C'est assez terrible pour eux effectivement dans The Witcher. Et je trouve la manière dont c'est traité assez intéressante parce que c'est comme si c'était les elfes classiques qu'on avait vraiment défoncés quoi en fait tout simplement. Et ouais, c'est ça. C'est assez triste. À l'inverse, dans le bouquin Artemis Fall, on a des elfes qui vivent en marge de notre monde sous terre, avec l'ensemble du petit peuple, donc on retrouve ici une vision plus folklorique. C'est assez rafraîchissant, d'autant plus que, comme le livre se passe de nos jours, les elfes ont aussi développé une technologie au fur et à mesure des siècles qui est différente un petit peu de la nôtre. Donc pareil, ils ont des flingues, des métros, des trucs comme ça, c'est assez funky. Puis dans le film, il y a Colin Farrell, et je trouve ça toujours cool qu'on ait Colin Farrell quelque part. Si vous avez vu Hellboy, en tout cas le deuxième film, vous savez que dans l'univers de Hellboy, les elfes autrefois dominaient la terre et ils ont fait un pacte avec les humains. Ces derniers gardent les plaines pour cultiver et les elfes restent dans les forêts. Bien évidemment, les elfes se sont fait avoir et ils vivent à présent cachés des humains dans les égouts ou les tunnels des métros. Une vision qui est assez pessimiste mais qui est très intéressante, proposée par Guillermo del Toro lui-même dans son film. Et qui mine de rien pas si éloignée que ça de celle de l'auteur de BD Mike Mignola. Donc quoi qu'il en soit, je vous recommande à la fois les comics Hellboy qui sont vraiment cool si vous aimez l'univers de Lovecraft, la fantasy, tout ça, et les démons, c'est très fun. Et je vous conseille aussi les deux films proposés par Guillermo del Toro que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous conseille del Toro tout court d'ailleurs. Oui. Et enfin, on peut pas parler d'elfes sans parler des elfes de maison dans Harry Potter, même si au final, comme nous l'avons vu dans nos précédentes chroniques, les elfes de maison sont en réalité plus des gnomes ou des gobelins. Sur ce, j'ai fini de vous parler d'elfes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour revenir sur l'inimitié entre elfes et nains, c'est expliqué surtout par deux fois par Tolkien. D'abord au premier âge où en fait les elfes ont promis aux nains le Noglamir, qui est un collier avec un Silmaril, un des joyaux qu'avait serti Morgoth au premier âge, mais le roi du royaume de Doriath qui s'appelle Thingol leur a fait à l'envers et leur a fait non. Du coup, les nains de Nogrod sont venus et ont détruit le royaume des elfes, donc déjà ça partait mal. Et puis quelque chose que les gens connaissent effectivement beaucoup plus, c'est du coup au début du troisième âge, si je m'abuse, et ben quand notamment les elfes sont venus en tant qu'ambassadeurs chez Durin, roi de Moria, qui leur a montré effectivement les toutes dernières gisements du Mithril tout au fond de la Moria, et ils ont réveillé effectivement le Balrog, et comme les elfes de la Lorien sont juste à côté, ils ont haï les nains pour leur cupidité pour cela et avoir vraiment risqué de détruire un deuxième royaume elfe par leur cupidité. D'accord, merci pour les infos bonus merci beaucoup. sur les elfes version Tolkien. Donc c'est notre spécialiste tolkienien qui a parlé à l'instant. Merci à toi Raph. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un grand pas grand pas elfe Tolkien, grand pas. Pas mal. Elle est bonne. Un grand avancée, on va dire. Comment dire ça? On va laisser la parole à Raphaël. En fait, j'ai failli dire un bond en avant, je me suis dit merde. Et c'est quand même un peu bizarre de dire ça. Parce que c'est pas du tout d'une part la bonne région et d'autre part faire une blague sur le grand bond en avant c'est pas hyper funky non plus, voilà. Eh bien écoutez, du coup j'hésitais entre deux chroniques et en fait pour tout vous dire l'autre chronique effectivement elle parlait de Tolkien parce que simplement dans l'imaginaire de Tolkien aujourd'hui nous sommes le 15 mars et le 15 mars dans l'univers de Tolkien c'est effectivement la bataille de Pelennor, donc du coup ça aurait pu effectivement être sympa d'en parler pour faire une très c'est hyper classe comme info. 15 mars 3019. Oui, c'est vrai.
l'époque justement où Théoden commence à défendre Minas Tirith. Mais j'ai choisi un autre sujet parce que effectivement, vous le savez depuis quelques émissions déjà de podcast, si vous nous écoutez régulièrement, les personnes qui interviennent du coup auprès de notre cher animateur Marc Oui. Ont des sujets de prédilection particuliers. Et personnellement, je me consacre plutôt sur certains personnages au destin exceptionnel, sur des citations historiques ou encore sur Tolkien. Mais ça, on l'a déjà fait. Du coup, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un personnage assez méconnu. Et pour faire sa connaissance, il faut partir d'une date précise. Si je vous dis le 7 décembre 1941, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Moi, je sais de quoi tu vas parler, donc je vais laisser parler Manon. Mais moi aussi, du coup, ça ne marche plus. Il me l'a dit. Ah merde. C'est pas grave. Eh bien, écoutez, Faisons semblant. ce que je vous propose, c'est que je repose la question et puis vous allez effectivement pouvoir chercher peut-être. Si je vous dis aujourd'hui, par exemple, donc du coup, je repars. Hein. Si je vous parle de ce personnage assez méconnu, pour faire sa connaissance, il faut partir d'une certaine date précise, le 7 décembre 1941. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Oh là là. C'est Ah, pendant la je Seconde sais Guerre pas, mondiale, non, du coup Effectivement, il s'agit, je veux parler d'une des dates clés de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'attaque surprise du port américain de Pearl Harbor, basé à Hawaï, par les forces impériales japonaises. Et si l'on parle souvent davantage de généraux célèbres à la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'on parle de MacArthur, on parle de Patton, les deux Américains célèbres, du Britannique aussi, Montgomery, pour les Alliés. Il y en a encore quand même quelques-uns des forces de l'Axe qu'on connaît, comme Rommel. Mais moi, je voudrais vous faire référence aujourd'hui à un personnage plutôt incontournable japonais. Je vais vous présenter du coup Isoroku, ou plutôt Isoloku, parce que comme effectivement, moi aussi j'ai un accent difficile pour les langues, je ne serai pas épargné comme mes confrères. Isoroku Yamamoto. C'est donc ça le point commun de nos 3 chroniques, c'est qu'on ne sait pas parler les langues en question. Exactement. Alors avant de commencer, plus sérieusement, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas d'une apologie de la Seconde Guerre mondiale dans sa globalité, ou plutôt particulièrement des forces de l'Axe, donc nous nous en tiendrons aux faits, strictement aux faits, rapportés de l'époque et sourcés comme il se doit. Bien. Si donc du coup on parle de notre personnage Isoloku Yamamoto, il fait partie de ces destins exceptionnels auxquels j'ai pu me pencher ces dernières années. Il naît à Nagoya, à Honshu, donc l'île centrale et principale du Japon, le 4 avril 1884 sous le nom d'Isoloku Sadayoshi. Alors, pourquoi Sadayoshi, me direz-vous? Car il s'agit du nom de son père, Takano Sadayoshi. Samouraï dans les dernières années de cette classe devenue pour le Japon moderne un symbole c'est un monde. C'est d'ailleurs après une rébellion de ces derniers samouraïs en 1884 que son père tombe en disgrâce car celle-ci n'a pas fonctionné. Alors 1884, c'est 15 ans après celle qui est célèbre, celle de la guerre du Boshin, qui inspira Edward Zwick, le film le dernier samouraï. Le dernier samouraï, effectivement. Mais ça serait pour une autre chronique. J'y reviendrai plus tard. Il tombe donc, je le disais, en disgrâce auprès de la société japonaise, qui va grandement complexifier sa vie dans la recherche d'un travail. En plus, sa femme décède, mais il trouve en sa belle-sœur une compagne. C'est d'ailleurs par cette union que naît notre personnage, Isoloku Sadayoshi. Alors, prénom Isoloku est expliqué assez clairement comme étant un dérivé linguistique japonais du nombre 56, autrement dit, âge qu'avait son père lorsque notre personnage est venu au monde. Bien, faisons ensemble un bond en avant. Dans la jeunesse de notre protagoniste, en 1901, à l'âge de 17 ans, il entre à l'académie navale d'Etajima. Il est décrit comme un garçon travailleur et très intelligent, avec des capacités de meneur-d'homme et peu enclin à la boisson. D'ailleurs, lorsqu'il en ressort en 1904, 3 ans plus tard, donc, il obtient le 7e plus haut résultat sur les 200 que compose sa promotion. Alors, pour être honnête, je n'ai pas trouvé le registre en question pour déterminer qui étaient les premiers de ce registre, mais il semblerait que leur destin n'ait généré que peu d'encre sur les sources de l'époque, par rapport à notre personnage. Dès sa sortie du coup de l'académie, notre personnage est jeté dans les affres de la guerre. Et oui, le Japon est en effet en guerre contre un de ses voisins. Est-ce que vous savez lequel en particulier en ce début du XXe siècle? La Russie? Oui, okay. La Russie. Il participe à la célèbre bataille de Tsushima en 1905, celle qui va surprendre finalement tous les Européens, puisque c'est la première fois qu'une puissance annexe arrive à battre une puissance européenne telle que finalement la Russie. Isoloku Sadayoshi sert sur le Nishin, le bateau justement sur lequel il y a une explosion sur le navire, une batterie militaire explose, il perd 2 doigts d'ailleurs, et selon certaines sources d'ailleurs, il reçoit près d'une centaine d'éclats métalliques plutôt effectivement sur le bas du corps, sur les jambes. Oui, quand même. Oui, donc déjà effectivement, il prend un petit peu pour son grade, d'accord. D'ailleurs, après la victoire du Japon dans cette guerre,
il est adopté par une famille qui s'appelle les Yamamoto. Alors c'était courant au Japon de faire effectivement des adoptions, parce que pour une famille effectivement d'un certain statut qui n'a pas d'héritier, du coup c'est un peu comme un accord, c'est-à-dire on passe un petit peu des entretiens et effectivement si la personne est le candidat idéal, on l'adopte sur le registre, il prend le nom de la famille et en échange par contre, c'est le cas de Yamamoto, on lui demande un mariage arrangé par la même occasion pour faire perdurer le nom de famille en 1918. Donc il aura 2 fils et 2 filles. D'accord. Après avoir servi du coup sur plusieurs bateaux et gagné des honneurs durant la bataille de Tsushima, en 1919 il part apprendre l'anglais aux États-Unis. Figurez-vous qu'il va l'apprendre à Harvard pendant 1 mois. Et suit des cours aussi sur le pétrole, sur le carburant, l'acheminement, finalement, la logistique. D'accord. Ça a son utilité, on le verra tout à l'heure. Ensuite, pendant 2 ans, il va parcourir du coup les États-Unis en tant qu'attaché militaire naval. Autrement dit, il s'agit d'une sorte d'expert militaire faisant partie d'une mission diplomatique, si vous voulez. Il en profite donc pour apprendre les habitudes et coutumes américaines. Alors la petite anecdote que j'ai trouvée très croustillante finalement, c'est que c'est d'ailleurs là-bas aux États-Unis que ses amis du coup à Harvard lui apprennent les jeux de hasard, notamment le poker. Ah. Et il s'avéra effectivement être un adversaire redoutable, puisque si on s'en fie aux sources, ce sont d'ailleurs ces mêmes jeux de hasard qui vont l'aider dans l'année 1921 à financer la grande partie de ses voyages d'inspection notamment de terrains pétroliers au Mexique. Il en aura effectivement une utilité puisqu'il va comprendre un peu l'approvisionnement en carburant des États-Unis. Il est promu capitaine en 1923 et visite le National War College aux États-Unis. Et c'est là où il va y développer un intérêt particulier pour l'aviation, qui en fait le pousse à changer de domaine, puisqu'il quitte l'artillerie navale pour l'aéronavale. Il gravit encore un échelon en 1928 où il obtient son premier commandement à bord du croiseur Isuzu. Puis la marine impériale encore le fait monter en grade puisqu'il lui confie le commandement du porte-avions Akagi. En 1930, du coup, en montant tous ces échelons, Yamamoto commence à se forger une réputation au Japon, me direz-vous, mais pas forcément très bonne. Pourquoi ? Parce que, en fait, dès 1930, il participe, en tant qu'attaché diplomatique, au traité naval de Londres, qui vise en fait à limiter le nombre de navires de chaque grande puissance. D'accord. Alors, osons le dire, ce traité est un double échec pour la paix. D'abord parce que le premier ministre japonais de l'époque, signataire Inukai Tsuyoshi, est assassiné en 1931 par un commando de fanatiques de la marine impériale. Ah. Et ensuite, en fait, ce traité ne tiendra pas plus de 4 ans. Donc, du coup, ceci dit, au fur et à mesure que la décennie s'écoule, on voit que l'impérialisme japonais devient de plus en plus virulent. Il multiplie les actes hostiles, voire des déclarations de guerre en règle. Et c'est là que notre personnage intervient. Depuis le traité naval de Londres, il est décrié par une partie de la population nationaliste japonaise, car jugé bien trop pacifiste. Pas né au bon endroit, le gars. Non. On comprend la bonne époque, finalement, parce que déjà en 1931, il s'oppose à l'invasion de la Mandchourie par le Japon. Plus tard encore, en 1937, il critique l'occupation terrestre d'une bonne partie du territoire chinois. Il va même plus loin la même année car il s'excuse publiquement en tant que député du ministère de la Marine auprès de l'ambassadeur américain au Japon pour un incident, celui de l'USS Panay. En fait, il s'agit d'un bateau américain bombardé à Nankin, dont la mission en fait était de rapatrier des civils américains. Ah. Cette bataille de Nankin, on en parlera peut-être dans une autre chronique, je ne sais pas. Attaque dont on sait finalement aujourd'hui être pas du tout accidentelle, mais perpétrée par un groupe fanatique de la marine, encore une fois. Et ils sont bien fanatiques dans la marine japonaise, dis donc. Voulant déclencher j'avoue. une fin nationaliste. Et le dernier coup d'éclat... Une attaque accidentelle de toute façon, bon. Oui, voilà, c'est... En fait, c'est vrai que les deux mots vont pas ensemble quand même. Attaque accidentelle. C'est une histoire, c'est une affaire qui va pas prendre une grande ampleur puisque directement à travers Yamamoto, le Japon s'excuse publiquement et donc du coup les 2 ou 3 marins qui sont morts dans cette attaque, effectivement, ça ne va pas aller plus loin aux grandes dames des nationalistes qui voulaient faire de cet événement une déclaration de guerre en fait. En 1938, dernier coup d'éclat de notre personnage, il désapprouve publiquement et fortement le pacte tripartite rapprochant le Japon de l'Allemagne nazie et de l'Italie, plus tard fasciste. Et la partie la plus nationaliste de la marine impériale fulminait donc, il était devenu le trouble-guerre. Tant et si bien que l'on nomma le personnage en 1939 commandant de la flotte combinée. C'est un ensemble de vaisseaux qui opèrent souvent loin de l'archipel japonais. Derrière cette manœuvre, on y trouve l'amiral Mitsumasa Yonai. En fait, son but, rendre bien plus difficile les tentatives d'assassinat envers Yamamoto, car il en était convaincu, si Yamamoto restait sur place, il ne passerait pas l'année, clairement. Mais pourquoi, vous me direz-vous, se donner tant de mal à sauver Yamamoto de la vindicte nationaliste
pour le commandement japonais, l'enjeu était même triple. D'abord parce qu'il était soutenu et proche de la famille impériale. Ça, c'est pareil. C'est pas rien, ouais. Puis, de par ses capacités de meneur d'hommes. Il était très aimé de la majorité des militaires, des hommes de l'époque. Il était un stratège hors pair, et cela, en fait, aucun membre de l'état-major japonais, ami ou ennemi, ne pouvait le nier. Et enfin, et là, ça a toute son importance, il connaissait parfaitement les États-Unis. Et c'est le point le plus important, en fait. Oui, parce qu'on va arriver justement à cette décennie 1940, qui risque d'être très courte. Au commencement de l'année 1940, il ne fait plus aucun doute sur le virement impérialiste du Japon, puisque on a la nomination d'un militaire, un général d'armée, qui s'appelle Hideki Tojo, d'abord au ministère de la guerre, puis premier ministre, Ouais. le chef Des armées, gouvernement, carrément un militaire à l'époque. Donc ça, dans cette montée belliciste, Yamamoto, il est nommé amiral, fin 1940. En fait, on souhaite simplement le nommer amiral d'une base éloignée pour le retirer un petit peu du pouvoir, Ouais. en sachant que, on se dit que ce personnage finalement, Yamamoto, sa carrière politique, elle est bientôt terminée en soi. Et effectivement, Yamamoto est très réservé quant à une guerre contre les États-Unis. Il écrit d'ailleurs un message à un correspondant ultranationaliste que j'ai trouvé quand même une histoire assez passionnante. Ce message, il sera relayé partout par la propagande japonaise durant la guerre. Alors je vous le cite. Si les hostilités devaient être déclarées entre le Japon et les États-Unis, prendre Guam et les Philippines ne suffira pas. Ni même la prise d'Hawaï ou de San Francisco. Pour que la victoire soit certaine, nous devons aller dicter les termes de la paix à Washington au sein même de la Maison Blanche. Fin de citation. Alors là, il y a de quoi effectivement rendre fou un petit peu les Américains. Mais officieusement, Yamamoto poursuit par une dernière phrase, qui bizarrement a été censurée et non divulguée par la propagande. Ouais. Je me demande si nos politiciens, parlant si légèrement d'une guerre, disposent de la confiance, des ressources suffisantes et prêts à tous les sacrifices nécessaires pour ce résultat final. Ça change tout quand on met la dernière phrase. Ah, ça change tout, Et il faut toujours lire Ouais. les petites lignes. Ouais. Alors, malgré cette réticence à la guerre, il est conscient qu'elle devient de plus en plus inévitable. Lorsqu'on lui confie la charge de battre les Américains, il va falloir effectivement se battre pour son pays. Donc il sait qu'il doit frapper Hawaï, c'est là où la flotte du Pacifique américaine est basée. Seulement la rade de l'île, profondeur, est vraiment très très courte. Il y a peu de profondeur et donc du coup on peut pas attaquer avec des torpilles, parce que les torpilles exploseraient au fond du marin, je sais pas comment on appelle ça. Et donc il va mettre en place plusieurs techniques apprises au fur et à mesure des batailles et sur ce qu'il connaît effectivement du théâtre de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, celle de l'attaque surprise de la flotte japonaise sur la flotte russe, dont il a participé notamment, qui a permis un retournement de situation. Effectivement, un élément de surprise pourrait jouer en sa faveur. Ensuite, par l'attaque du port de Tarente par les Alliés la même année en 1940. En fait, à l'aide de bombardiers torpilleurs, les Alliés ont, comme ceci, coulé beaucoup de bateaux italiens. Donc il fait dépêcher cette même année une commission en Italie, chargée de recueillir le maximum d'informations auprès de ces torpilles, et il se base enfin sur un exercice militaire des Américains publié sur l'île d'Hawaï datant de 1932 qui pointe une faiblesse particulièrement destructrice si l'ennemi attaquait par les airs en direction du nord-ouest. On lui a mâché le travail quand même de ce côté. Ouais, carrément. Ouais. C'est Enfin, comme si les Américains avaient dit, regardez, on est faible là. En fait, on C'est dirait ça. Smog dans Bilbo qui est là, qui fait frappe-moi et C'est signe. ici qu'il faut frapper. Mais c'est aussi le syndrome de Hanifort, effectivement. Ouais. On ne peut pas concevoir de se faire attaquer comme ça. D'autant plus, et il faut le reconnaître, le Japon était toujours en pourparlers en termes d'alliés. Oui, donc ici, attendez avec pas. quoi. les États-Unis, donc ils s'y attendaient pas. Enfin, il céda sur place pour vérifier ses dires par des Japonais présents sur Hawaï, ainsi que des espions, qui donnèrent l'information qui lui manquait. Quand? Eh bien, ce serait un dimanche. Parce que les dimanches, la flotte est stationnée au port et les équipages présents sont incomplets. Il avait donc toutes les cartes en main, une attaque surprise, aéroportée, munie de torpilles pour couler la flotte américaine. Seulement, cela va demander une logistique à toute épreuve et un sens tactique hors pair. Mais rappelez-vous, l'amiral l'avait déjà. De par ses études de carburant à Harvard et ses inspections des sites pétroliers mexicains, la clé était là, l'approvisionnement. Yamamoto espérait que le plan de Pearl Harbor puisse infliger suffisamment de dégâts aux Américains pour leur ôter l'envie de se battre, sans pour autant être assuré de cette issue. Si ce n'était pas le cas, il confia en ces termes à l'état-major japonais « Je peux avoir le champ libre pour les 6 mois à venir, après cela ce sera à peine perdu. » Son plan se heurte aux réticences de beaucoup parmi les gradés, et même jusqu'à l'empereur. Il menace de démissionner pour finalement que celui-ci soit approuvé, puisqu'il a un tel poids notamment de soutien moral sur les troupes, que s'il venait à disparaître, effectivement, les troupes en prendraient un coup, effectivement, sur leur volonté d'aller notamment au combat.
Le 7 décembre 1941, à 7h48 du matin, près de 400 appareils ont parcouru 370 km depuis les porte-avions japonais et commence l'opération. À terme, ce sont 64 Japonais qui vont mourir, mais plus de 2400 Américains de l'autre côté. La grande partie de la flotte américaine est coulée, ou mise hors d'état de nuire, et si l'attaque s'avérait une franche réussite, une ombre au tableau est venue atténuer la déroute américaine. Les 3 porte-avions américains du Pacifique n'étaient pas là à ce moment-là, mais en manœuvre. À près de 300 km de là, ajouter le peu d'infrastructures touchées dans le port, la victoire, elle était peu convaincante pour Yamamoto. Ouais, en fait, au final... il devait y avoir une 3e vague d'avions, mais ça ne s'est pas réalisé, et donc du coup, malheureusement, on n'a pas touché les infrastructures de réparation, effectivement, de bateaux, des petits aéroports, etc., qui vont effectivement, eux, ils vont fonctionner plus rapidement que prévu, et donc du coup, lui avait prévu effectivement 6 mois où il pourrait faire effectivement beaucoup de choses, notamment prendre le contrôle du Pacifique, et on va voir tout à l'heure que 6 mois, effectivement, il s'était pas gouré. Puisque lorsque les États-Unis se réveillent le 8 décembre 1941, le lendemain, Roosevelt s'adresse aux Américains au Congrès. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage. I regret to tell you that very many American lives have been lost. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us, no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Le Japon, il était tombé si bas dans l'estime des Américains, une population qui était vraiment piquée à vif, il voulait effectivement se venger, et ce serait qu'une question de temps. Et c'est à ce moment-là que on aurait attribué, alors on le sait qu'aujourd'hui elle est fausse cette phrase, elle est reprise dans plein de films lorsqu'on parle de Yamamoto, que vous connaissez peut-être, on lui aurait attribué cette phrase, qui est romancée, je le dis encore, je crains que tout ce que nous avons réussi à faire est de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution. Alors comme je l'ai dit juste avant, l'avenir lui donnera raison, puisque si l'Empire du Japon avait pu pousser jusqu'en Australie, 6 mois après Pearl Harbor, les Américains vont avoir leur première vengeance dans la bataille la plus célèbre de la guerre du Pacifique, que l'on appelle Midway, du 4 au 7 juin 1942, où les Japonais vont effectivement perdre une grande partie de leur flotte. Connaissant donc les ressources américaines tant en hommes, mais surtout en carburant comme ils connaissaient la limite des siennes, ils savaient que le Japon avait perdu son combat politique et stratégique à Pearl Harbor. Mais il continua à soutenir ses forces par différentes attaques des îles Fidji à Guadalcanal. C'est d'ailleurs durant l'une de ces visites, le 14 avril 1943, que les Américains interceptent via le craquage de messages codés japonais le plan de vol de Yamamoto qui devait se rendre dans les îles Salomon le 18 avril. L'occasion est trop belle pour les Américains, le délai est court, mais une opération est montée, son nom est tout trouvé, Opération Vengeance. Au matin du 18 avril, Yamamoto monta dans son transport à Rabaul, malgré les réticences de ses hommes sur une potentielle embuscade. Il garda son plan de vol. À 9h34, les deux formations se rencontrent. Le capitaine Thomas George Lampfire tire sur l'appareil de transport de Yamamoto qui s'écrase sur l'île de Bougainville. Le lendemain, les secours japonais arrivent sur place et constatent la mort de l'amiral, à la fois sans doute par balle, ou peut-être même à cause du crash. L'homme est décrit de manière sans doute romancée par les Japonais, avec toujours une main gardée sur son sabre de samouraï qu'il portait. C'est très romancé, ouais. L'Amérique était vengée, et le Japon perdit l'une de ses plus grandes figures militaires ce jour-là. Sa mort est cachée aux soldats japonais pour éviter leur désespoir jusqu'au 23 mai. Plus d'un mois après son décès. Ah ouais, putain, d'accord. Ses cendres sont ramenées par le porte-avions Musashi. Il est décoré ensuite à titre posthume, à la fois
du grand ordre de la chrysanthème pour le Japon, mais jusqu'à la croix de fer de l'Allemagne nazie. Et il est effectivement nommé amiral en chef à titre posthume. C'est un croiseur qui s'appelle Musashi qui le ramène, c'est assez, assez cocasse, ça fait un lien avec une autre de tes chroniques. Effectivement. Alors j'ai pas trouvé de lien sur le nom du porte-avions Musashi, mais le Musashi et le Yamato, vous l'avez peut-être entendu, ce sont les deux gros porte-avions qu'avaient fait les Japonais, les plus gros de l'histoire, difficiles à manier, très coûteux en ressources, et Yamamoto avait mis son veto, comme quoi il ne voulait pas la construction de ces porte-avions. Donc, d'accord. C'est un peu... C'est un mec qui a jamais été écouté, quoi, en fait. Ben, l'ironie, c'est que ces cendres sont transportées sur le porte-avions qu'il a refusé, effectivement, de vouloir construire. C'est vrai. Pour terminer, j'aimerais parler de l'une de mes sources pour cette chronique, le témoignage du capitaine Thomas George Landfire, qui m'a servi, du coup, plusieurs fois dans la compréhension de l'attaque sur l'amiral. Alors, il s'exprime, avouant aux journalistes, après la guerre, avoir étudié Yamamoto, dont il avait d'ailleurs, après coup, fait la connaissance avec sa famille. Il le dépeint comme un homme doté d'une grande intelligence, d'un sens tactique certes inégalé, mais aussi d'un homme profondément opposé à la guerre. Le pilote termine enfin sur ces mots: « Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une minute, parce que c'était l'homme qui menait la guerre contre mon pays, et qu'il fallait l'abattre. » Pour cette chronique, du coup, je me suis aidé de nombreuses sources et informations que, du coup, je mettrai en commentaire sur les réseaux sociaux lorsque le podcast sera publié. Alors certaines vidéos de musique, d'ambiance, notamment celle que vous entendrez peut-être à la toute fin de cette chronique, qui s'appelle Doki no Sakura, Cherry Blossom of the Same Period, qui en fait relate les camarades. C'est un chant des forces impériales du coup japonaises, dont par exemple un couplet fait: toi et moi, mon camarade, sommes les fleurs d'un cerisier, celui de notre escadre, déjà prête à décoller, le premier avion s'en va, fonçant dans le soleil couchant. Nous savons qu'il ne reviendra pas, et nous le saluons en pleurant. Il y a aussi du coup les vidéos sur le discours de Franklin Delano Roosevelt au Congrès le 8 décembre 1941, ainsi qu'une vidéo explicative sur l'amiral Yamamoto en anglais, Admiral Yamamoto, The Man Behind Pearl Harbor.
un article aussi de presse, Osaka Asahi Shimbun, qui lui en fait relate l'assassinat du Premier ministre avec le traité naval de Londres finalement, et puis quelques renseignements sur l'opération Vengeance, l'interview du coup de Thomas Lanphier dans Histoire de l'aviation, et US Navy Codebreakers, Linguists and Intelligence Officers Against Japan, et plusieurs biographies sur l'amiral Isoroku Yamamoto, dont notamment la très bonne biographie, je vous la conseille, de Wikipédia, qui m'a permis d'aller remonter jusqu'à la propagande avec la tête de Yamamoto, et on va venir dicter les accords de paix à Washington. Qu'est-ce que vous en dites, les Américains? Je terminerai sur effectivement aussi le Yamamoto's Aircraft Wreck. Je suis tombé sur un article où des gens se sont pris en photo en 2016 devant la carlingue de l'avion qui est toujours sur place dans la jungle de l'île de Bougainville. D'accord. Voilà, qui date de 2016. Incroyable. Et ce sera tout pour moi. Bah écoute, merci beaucoup, beaucoup Raphaël pour cette chronique très complète, encore une fois, sur une partie assez méconnue finalement de l'histoire du Japon, parce que c'est vrai qu'on a souvent quand même le point de vue américain de la Seconde Guerre mondiale, et très peu le point de vue japonais, donc c'est toujours très intéressant, je trouve. Merci. Vous pouvez aussi aller voir, parce qu'il est beaucoup sourcé comme étant quelqu'un qui inspire dans des livres, dans des films, et surtout dans des uchronies. C'est-à-dire que beaucoup de gens aimeraient le voir en fait stopper la guerre. Dans certains, effectivement, il fait partie de dignitaires japonais qui vont monter un coup d'État contre l'empereur pour effectivement arrêter la guerre. Ça va même jusqu'à un livre dont je n'ai plus le nom, mais des forces spéciales de 2021 qui sont transposées en 1945 et qui du coup vont foutre un peu le bordel. Mais donc du coup, ces informations seront prises en compte par Yamamoto, qui va essayer de faire changer la guerre, etc. Et paradoxalement, je l'ai vu il y a quelques années dans la série à succès Maître du Haut Château. Je vais te demander, est-ce qu'il est dans le Maître du Haut Château? Il est dans le Maître du Haut Château, puisque en fait, dans l'Uchronie de David Kirk, il fait en sorte que les 3 porte-avions qui étaient absents à cette époque soient dans le port de Pearl Harbor, et du coup sont coulés par les Japonais, et donc du coup les Japonais arrivent jusqu'à San Francisco. Mais effectivement, ce qui est paradoxal, c'est que dans l'épisode 3 de la première saison, on voit normalement l'ancien empereur du coup Akihito, celui qui a abdiqué il y a de ça 1 an, et on le voit dans l'Uchronie en train de payer son respect à Yamamoto, avec la dernière photo dont on la connaît aujourd'hui de lui, ce qui voudrait dire que l'opération Vengeance aurait quand même eu lieu, et donc il serait mort quand même dans cette Uchronie. Ah d'accord. Et encore une fois, merci en plus pour tes informations supplémentaires. C'est un plaisir. Bah écoutez, même j'ai envie de dire merci à tous les deux pour votre participation à cet épisode. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission, je veux dire, tous les deux. Je crois que c'est la première fois que vous participez à une émission ensemble, réellement, je crois, il me semble. C'est ça. On n'avait pas fait pas du tout? Ah ouais, il me semblait. Il me semble pas que vous soyez... Non, j'ai dû écouter une fois sans participer à l'émission en live. Mais... Ah oui, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, parce que je sais que du coup Manon t'es dans le spécial Noël, toi aussi Raph, mais la vérité c'est que Manon on l'a tourné à part, nous, ton intervention. Oui, j'ai enregistré donc, toute du coup seule. ça se voit moins en montage, mais voilà, c'était votre première intervention tous les deux. Et ensemble, et du coup merci encore une fois, et puis merci aussi à vous également, chers auditeurs, du soir comme du matin. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez au rendez-vous. Ça nous fait, je pense, vraiment plaisir que vous soyez au rendez-vous. Ouais. Puis voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Mettez un pouce bleu, partagez. Puis si vous avez pas envie, partagez pas. Parce que la vérité, c'est que vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est juste de se sentir bien avec soi-même. Mais finalement, c'est ça. Si vous aimez, effectivement, parlez-en autour de vous. Et puis si vous n'aimez pas, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. C'est un classique de théâtre. C'est un classique de théâtre. Comme phrase. Exactement. Bon, sur ce, très bonne soirée à tous les deux. Merci à toi. Très bonne soirée à vous aussi. Bye bye. Alors Raph, tu m'entends? Écoute, oui, je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu parles toujours un petit peu faiblement, mais bon, écoute, c'est pas grave. Mais et j'en ai marre parce que je vais pas gueuler dans les oreilles, Non, parce que je suis pas quelqu'un qui aime gueuler sur les gens.